le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. Ah c'est bien, ma tête, j'aime bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et aujourd'hui une nouvelle émission, nouvel épisode sur les films de la semaine, les films à l'affiche. On a enregistré tout à l'heure avec Valentina Morel, je pense que vous avez déjà écouté l'épisode si c'est pas déjà le cas, si c'est pas déjà fait plutôt, allez l'écouter, c'était vraiment très sympa. Et c'est une réalisatrice de Tango Sueños Eléctricos, qui est un film qu'on a beaucoup aimé et qu'on vous encourage à voir. Et du coup, nous on va commencer notre émission en faisant un petit tour de table, on est 4 ce soir à avoir vu les films. On a Gaston qui est là. Gaston, comment ça va ? Et donc très très chaud pour cette émission qui va parler de quelques films très intéressants, très clivants et sur lesquels on va se battre un petit peu et vous allez voir, ça va être du lourd. Nathan est également là ce soir. Nathan, comment ça va ? Oui bah ça va, tu m'as traîné voir des films qui étaient vraiment pas très bons sauf un, mais alors ça va. On va en discuter, c'était sympa cette semaine. Et Nicolas vient compléter le carré de la semaine. Ouais, du sang et des larmes ce soir. C'est vrai. J'ai plus de voix parce que j'ai bien aimé les films, mais ça va se battre. Et du coup, oui, alors les 3 films du jour, c'est The Son, c'est Empire of Lights et Good Door, effectivement. Et on va faire avant ça notre petite dédicace qu'on n'a pas fait dans le dernier épisode avec Valentina Morel, mais on va le faire ici en présence de Gaston qui aime bien rebondir sur nos abonnés. Et là aujourd'hui on fait un coucou à la Suisse, on fait un coucou à Lausanne, à notre auditeur auditrice de Lausanne. Gaston, un mot sur Lausanne ? Et ben moi j'aimerais parler de Yeltsin Tejeda, donc qui est costaricien, qui est donc joueur de football et qui a joué au FC Lausanne Sport, donc ça fait un peu un lien avec la précédente émission. Mais chaque semaine tu nous fais un club de foot en fait. Puisque Yeltsin, donc qui a également joué à Évian-Tonon-Gaillard, donc coucou aux quelques Évianais qui se baladent s'il y en a. Donc Yeltsin fait un lien avec l'émission avec Valentina Morel et avec Lausanne, donc voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez du passage de ce milieu défensif donc au Lausanne Sport. De 2016 à 2019. En tout cas, moi, Lausanne, c'est une ville que j'aime, hein, évidemment. Le plus petit métro du monde, un musée du CIO qui est vraiment très très classe, et donc voilà. On a Bleu qui a pas vu les films mais qui est dans l'appartement là, qui se marre sur le canapé. Le but c'est de décrire tout ce qui est autour de nous. Il y a des passants en bas là-bas. Bonjour madame. On vous met l'auto-description pour ceux qui n'ont pas l'image, mais en fait vous l'avez pas, donc on va s'attarder un peu sur les décors. La température moyenne est de 27 degrés. Il y a une guitare avec Ed Sheeran dessus, voilà. Putain, Gaston, de détails. C'était un secret ça, fallait pas le dire chez moi. Voilà, et pour conclure cette introduction beaucoup trop longue déjà, je vais te regarder Nicolas dans les yeux et te dire... C'est tout. Oui. Tu te rappelles, il y a un an, nous avons commencé le podcast et tu nous avais fait une actualité en nous disant que Michael Youn tournait un film qui s'appelait BDE en Haute-Savoie, qui cherchait des figurants. Ouais. Il est sorti. Ouais. J'ai vu le film. Non. J'ai bien aimé. C'est tout, voilà, c'est tout. Mais voilà. je me suis dit, Nicolas. Alors on va faire une pause de 10 minutes, on va lapider Victor. Non, vraiment. Moi aussi j'ai vu le film, mais c'est pas honteux. Franchement, J'ai pas aimé, mais c'est pas honteux. c'est n'importe D'accord. quoi, mais ça me fait beaucoup rire parce que c'est n'importe quoi. Donc vous avez pas aimé Empire of Light, vous avez pas aimé The Son, par contre vous avez... Par contre BDE... Bon bah voilà, en tout cas j'ai bien aimé. Voilà, je dis pas que c'est un film parfait. Hein. Je sens que tout à l'heure quand tu vas dire oui, Empire of Light... Bon, non mais alors là, Mais mec, je veux trouvé pas ça voir dans bien. les yeux. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, BDE. Je vais juste faire une dédicace parce que je savais que t'allais me cracher dessus. BDE plus Alors, fort qu'Empire of Light, la question est posée, l'avis du chroniqueur Victor Bobby, il est là, hein, et putain. Bon, Ouais, allons-y. voilà, on va voir. il n'a pas répondu. Bon, on va commencer de suite l'émission avec The Son. C'est parti, extrait de bande-annonce, The Son. I feel like a complete failure. I wasn't there for him. There used to be so much joy in our family. You give these big speeches about life, and then you abandon us. I have the right to reinvent my life! Hello, son. You came to tell me what a good dad you are? What do you want? Applause? It's my little boy. I can't give up on him. Et je vais vous faire le synopsis de The Son ou Le Fils au Québec de Florian Zeller,
avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby et Zen McGrath. Donc Nicholas, le fils aîné de Peter Miller, donc joué par Hugh Jackman, est un adolescent dépressif devant son refus d'aller à l'école et son apparent manque de goût pour la vie. Sa mère décide de l'envoyer chez son père, avec qui elle a divorcé il y a quelques années et qui a refait sa vie. Celui-ci va tenter, par tous les moyens, de redonner du goût pour la vie à son fils, et le film est le récit de cette tentative. Voilà, alors Nicolas voulait que Gaston fasse un synopsis à base de Wolverine et de conneries. Finalement, Gaston nous a fait un truc très sage. C'était bien, c'était Très bien. Nathan voulait commencer sur le son de Sur le Florian fils, Zeller. exactement. Vas-y, parle-nous de ce fils. Je n'avais pas vu et je connaissais très mal le travail de Florian Zeller, que ce soit comme écrivain ou comme dramaturge avant. Du coup, genre quelques jours avant d'aller voir The Sun, je me suis dit vas-y, je vais mater The Phaser. Et il était 2h du matin, j'étais dans mon lit avec ma famille qui dormait à côté. Et ça m'a mis une énorme claque. Je pense vraiment avoir pleuré non-stop les 10 dernières minutes de film. Ça m'a achevé, ça m'a détruit. Je l'avais dit à Nico dès que j'avais fini le film d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, trop bien, j'ai hâte de voir The Sun. En plus, beau casting quand même, tu vois, j'avais quand même envie de découvrir Hugh Jackman dans un rôle vraiment dramatique pareil. sous la direction de Florian Zeller. En plus, il a quand même commencé le cinéma avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, donc c'est pas n'importe quoi. Tu penses que le mec il sait gérer ce genre de choses. Du coup, vas-y, j'y vais. En plus, je dois marcher de fou pour aller au ciné et tout. Je suis pas envie. Je suis parti 1 heure en avance pour pouvoir être à l'heure à la séance. Bref, donc j'arrive et tout. Le film commence. Et le début du film m'a absolument pas convaincu. C'est-à-dire que je trouve que l'exposition, c'est-à-dire à peu près les 20 premières minutes, sont vraiment pas bonnes. Pour un problème central, c'est en fait le personnage du fils, il a dès le début un problème. Et au début, il est pas du tout subtil. Du coup, tu te dis, ouais, c'est bon, il est un peu dépressif. Et je me disais, ouais, mais j'ai l'impression que c'est presque un peu facile. D'un autre côté, il va pas bien, mais il communique à la fois rapidement, mais à la fois non. Et du coup, je trouve que le film est assez indécis là-dessus. Mais heureusement, ça va un peu en s'améliorant et je trouve la deuxième partie du film très très bien. Enfin non, pas très bien, mais mieux que la première. Parce que je la trouve un peu plus puissante, un peu plus dramatique. Et je trouve qu'elle mesure mieux ses effets. Après, sur la performance des acteurs, je trouve ça bien. Mais en fait, il n'y a pas de mèche. Je trouve tous les acteurs assez bons. Je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits, sauf le fils. En fait, je trouve que le fils, il est vraiment trop... Ça tombe bien, c'est le centre du film. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça que c'est un problème. En fait, il est trop unilatéral. Et pour le coup, en fait, c'est pas du manichéisme, mais il est hyper unidirectionnel. En fait, du début à la fin du film, il ne change pas. Et je le trouve peut-être pas assez creusé. Et en fait, pour traiter un sujet aussi puissant, important et complexe que... je vais dire la dépression infantile, c'est pas infantile, mais la dépression adolescente, je trouve que c'est un peu limite. Ouais. Nicolas, toi tu as adoré The Sun, tu trouves que c'est un excellent film qui mérite un Oscar. Toujours pas. Et tu penses que The Phaser c'est pas bien du tout. Ouais, voilà, exactement. Du coup, Nicolas, dis-nous ce que tu penses. Non, je suis plutôt en accord avec Nathan sur sa critique du film, notamment sa comparaison avec The Phaser, parce que bon, quand t'écris un film qui s'appelle The Sun, alors malgré que ce soit tiré d'une pièce de théâtre, on t'attend quand même au tournant parce que ça ressemble à The Phaser. The Sun, en fait, j'avais l'impression de manger un grec, c'est-à-dire que j'ai mangé des grecs toute ma vie. Je sais que ça va être bon, je connais le goût du grec, c'est bon, mais ça m'étonne pas en fait. C'est pas comme un restaurant, ça me surprend pas, ça a pas la finesse d'un sushi. Du coup voilà, en fait j'ai l'impression de manger un grec en fait. Et t'aurais voulu manger un sushi? Oui. Non mais en fait The Phaser c'était plus en fait The Phaser j'avais l'impression d'aller à un restaurant chinois à volonté et de me retrouver avec du caviar. Donc c'était vraiment restaurant chinois à volonté, c'est Anthony Hopkins parce qu'il te donne vraiment de la nourriture. Mais bref, d'accord. Tout ça pour dire que The Sun, c'est une œuvre très attendue, mais dans le sens où en fait on sait où elle va. Moi j'ai trouvé que la première partie est égale à la deuxième, simplement juste la deuxième en fait joue de ce qu'elle met en place dans la première partie et ça se passe bien, dans le sens où ça se passe comme on l'attend. Je veux pas vous spoiler le film, mais on a tous deviné où il allait et il y va. Alors, la seule subtilité que je trouve au film et où je trouve que c'est comme ça qu'il arrive à tirer à la fois les larmes, à la fois une certaine beauté, c'est dans l'agencement en fait final des scènes. Je trouve que on peut pas en parler parce que ce serait complètement divulgacher le film, mais il y a une forme de beauté et de surprise dans la manière dont ça intervient. Parfois une surprise au détriment même de la logique narrative parce que bon.
La fameuse scène en question pour moi n'a un peu aucun sens, mais c'est un peu ce que le film essaie de délivrer. Nathan parlait au fait du personnage de l'enfant, enfin de l'adolescent qui a une trajectoire unilatérale. Je suis pas forcément d'accord que ce soit un problème parce que c'est le propos du film en fait. Il essaie de se battre contre sa dépression tout le film en fait, et du coup il y arrive pas forcément. Enfin dans le sens où il y a des échecs, il y a des réussites, mais oui il reste dépressif parce que c'est un film qui parle de la dépression. Ouais, mais c'est pas du tout introduit. Le personnage il arrive déjà, puis il est déjà dans le stade avancé. Bah ouais. Et je trouve qu'il y a aucun mystère, il y a aucun jeu dessus, et je trouve qu'en fait c'est trop frontal. Et parce que le Ouais, film mais raconte c'est l'histoire normal. d'un combat. Bah ouais voilà, pour moi C'est normal parce qu'au sens où il va pas raconter l'histoire de la dépression du gamin, puisqu'il est centré sur son rapport avec son père. exactement. On comprend très bien que son père, même s'il l'a pas complètement abandonné, il a un peu abdiqué à un moment et qu'il reprend contact finalement avec son fils. Totalement. Donc il reprend contact avec son fils en le redécouvrant. D'ailleurs, on nous met pas en parallèle le début de la dépression de Nicolas. On nous le montre enfant, on nous le montre bien sûr. garçonnet. On nous le montre d'ailleurs vraiment très différent de ce qu'il est à l'origine, puisque c'est cette espèce de grand échalas aux cheveux noirs, et en fait complètement en contraste avec cette espèce de petit garçonnet solaire et blondinet. Mais ouais non mais je suis totalement d'accord, mais c'est ce qu'il y a quand même je trouve de subtil dans The Son, malgré qu'il respecte nos attentes, et c'est un peu, j'aimerais que le film ne se respecte pas autant, c'est que c'est un film qui je trouve a une thématique qui est assez belle, de aussi l'héritage en fait de la souffrance que l'on peut avoir d'un père à son fils, et qu'en fait quand le film s'appelle The Son, mais en réalité le fils c'est qui exactement? C'est ce garçon en dépression, ou c'est ce père qui à cause d'une relation paternelle complètement catastrophique n'arrive pas à gérer sa propre relation paternelle à lui avec son fils? Et du coup c'est justement le film essaie de te livrer quelque chose de quand on est un père, on a été un fils. Et comment est-ce que ça implique ça dans la relation paternelle qu'on a quand on a un enfant? Comment est-ce que la relation qu'on a vécue avec notre père quand on était petit arrive à se refléter, arrive à se reproduire, ou est-ce qu'on arrive aussi à la déjouer? Ouais, mais le film le montre mal, ça. Le montre. Je trouve que alors, dans les mal. séquences. Non, moi, je suis pas pour d'accord. le coup, je trouve que c'est vraiment mal fait. Mais je suis d'accord que la séquence avec Anthony Hopkins, qui joue le père de Hugh Jackman dans le film, du personnage de Hugh Jackman, elle est pas très bien faite. Mais la manière dont il arrive à représenter l'image de son père à travers les dialogues, parce que le film se couvre de dialogues. D'ailleurs, peut-être le truc qu'il fait, qui pour moi est la patte de Florent Zeller, c'est que c'est un dramaturge. Il n'écrit que des dialogues, il ne fait que des dialogues, et il n'agit jamais par l'action. Il ne représente jamais les passions, les émotions de ces personnages par l'action, alors qu'il avait matière à faire. Il avait même un fusil de Chekhov dans son film, et il l'a pas utilisé en fait. Parce que pour moi, il l'a en tout cas très mal utilisé. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne crois pas du tout en partie à un événement qui arrive dans le film. Donc bon, voilà, The Son pour moi c'est mitigé dans le sens où j'ai chialé. Je pense que, t'as pas chialé toi, Nathan? On va parler des larmes après. On va parler des larmes parce que franchement, moi, mais pas autant que The Phaser. Enfin bon, bref. D'ailleurs, on parlait dans l'épisode avec Valentina Morel de la malédiction générationnelle. On est là-dedans aussi. Mais finalement. complètement. Mais voilà, pour donner mon opinion un peu sur The Son. The Son, bon, je savais pas trop comment attendre, mais on m'avait vendu The Phaser comme un film absolument incroyable. Donc si comme moi vous n'avez pas vu The Phaser, mais que vous avez eu en tout cas vent du succès que ça a été, autant critique qu'en salle, parce que ça avait bien marché en 2020 je crois à la réouverture des salles, The Son ça n'a rien à voir a priori. J'ai pas vu le film encore une fois, The Phaser, on en parlera probablement dans une émission à venir, et ça on vous en dira plus bientôt, mais voilà, je l'ai pas vu donc je le verrai à l'occasion. The Son, c'est un film assez compliqué à critiquer. Pourquoi ? Parce que c'est un film avec pas mal de défauts, et c'est un film avec quelques qualités aussi, mais qui sont assez majeures et assez importantes, ce qui font que le film ne sombre pas, et qui justement provoque l'émotion et les larmes dont tu parlais, Nicolas. Toute la première partie, mais c'est même plus que la première partie, c'est je pense quasiment les 2/3 du film, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce que le film nous emmène ? Parce que on parle aussi de l'aspect dramaturgique du long métrage, puisque Zeller c'est un dramaturge avant tout, c'est évident, et ça freine pas mal le film au début je trouve, parce qu'on manque de cinéma. On est sur quelque chose d'assez sobre, mais trop sobre. On a, alors une photographie qui est très terne, mais ça peut être un choix, y a pas de souci, mais au niveau de la mise en scène, c'est très simple, donc c'est très verbeux, on a du mal à rentrer dedans, et l'émotion n'est pas provoquée en fait, parce que y a pas beaucoup d'idées je trouve sur le début encore une fois du film, à part quelques flashbacks mais qui sont évidemment vus et revus et qui ne servent pas forcément le film. Il y a pas beaucoup de choses qui viennent me chercher les tripes en fait, et je trouve ce personnage assez mal caractérisé du fils, justement, comme tu en parlais Nathan, et ce qui est problématique puisque c'est le personnage principal, et pendant un bon moment j'ai du mal vraiment avec le film. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un film dur à critiquer ? Parce que
bah, à un moment donné, ça prend. Ça prend parce que je pense que l'intrigue se développe mieux, que même s'il y a des problèmes de scénario évidents, ça marche quand même parce que ça joue bien. Finalement, un des points forts, c'est Hugh Jackman, je trouve. Vraiment, il joue très très bien. Oui, non mais oui. Voilà. Et moi, ça marche parce que ce côté maladie générationnelle, ben, ça a pris aussi. Parce que il y a une scène où on a parlé un peu en off avec Anthony Hopkins qui est pas incroyable, mais qui vient planter un décor du père qui a du mal en fait à vivre et à gérer les problèmes de son enfant. Ça parle de la dépression, c'est important parce que c'est un sujet aussi sur la jeunesse qu'on voit pas forcément tout le temps et qui est pour le coup plutôt bien exprimé. Gaston, tout le monde est dans des accords, mais je trouve que sur un cinéma assez grand public et qui en tout cas le cœur du film, parce qu'on a souvent des films qui l'évoquent mais qui l'approfondissent pas forcément beaucoup. Là, je trouve que peut-être que je n'ai pas vu de film sur ce sujet-là. Peut-être que vous... Si, t'as vu B2 hier. J'ai vu des BD, voilà. J'ai vu BDE sur la dépression. Ça fait quand même 5 ans qu'on dit qu'on parle pas assez de santé mentale et que du coup on en parle tout le temps, donc... Non mais la santé mentale, d'accord, mais là c'est sur un gamin, sur aussi le fait de l'incompréhension des parents. Enfin bon, c'est des sujets qu'on a pu aborder, mais là je trouve qu'ils sont plutôt bien faits et bon, le film m'a ému, alors j'ai pas pleuré, mais attends, j'ai une question à te poser. Dans quelle mesure tu trouves que la manière dont le film traite de la dépression du gosse c'est bien amené? Parce que alors moi j'arrive pas à concevoir ça. Sur une grande partie du film, c'est mal amené, c'est très cliché, ça fonctionne pas. On est d'accord. Et sur la fin, bah, je trouve que c'est mal amené sur une partie du film. En même temps, c'est compliqué parce que oui, à partir du moment où il est à l'hôpital, je trouve que là c'est prenant. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est que on parle d'un gamin qui a perdu le goût. C'est le principe de la répression de la vie, et c'est dur aussi à mettre en scène. Donc c'est compliqué parce que je fais un reproche à Monsieur Zeller, mais en même temps, je sais pas très bien comment mettre en scène ce film, si ce n'est l'écrire différemment. Et je veux pas faire de reproche forcément au scénario parce qu'il y a des défauts, mais sur le sujet et sur la manière de le traiter, je pense que c'était compliqué de faire autrement, en tout cas à moins de faire un film très très différent. Donc voilà, je vais pas m'étendre trop là-dessus, je vais laisser Gaston parler puisque Gaston voilà, comment il Gaston, toi qui as pleuré, je crois. Alors moi j'ai pleuré devant The Son, chose rare à la fin, effectivement. La dernière fois c'était Moonfall. J'ai pleuré 2 fois au cinéma, une fois devant Moonfall parce que j'étais fatigué, et puis c'est super bien parce que Moonfall. c'était génial, j'avais une poussière dans l'œil. Une fois devant The Son parce que c'est extrêmement émouvant. Déjà quel plaisir de revoir pour ma part Hugh Jackman dans un rôle un peu plus sérieux, puisque je l'avais déjà vu dans un film que j'avais regardé, un film de fond de catalogue Netflix, The Frontrunner, qui racontait l'histoire d'un homme politique, l'histoire véridique d'un homme politique américain favori d'une course à la présidentielle dans les années 80 et qui finissait rattrapé par une affaire d'adultère et qui du coup devait renoncer à la course. Donc je l'avais vu dans ce rôle-là, un film qui n'est pas particulièrement marquant, c'est un bon biopic mais ça va pas beaucoup plus loin, mais j'avais été impressionné par la performance d'Hugh Jackman qu'on a connu évidemment dans des films X-Men qui, s'ils ne sont pas honteux pour la plupart, ne sont pas forcément des films qui vont mettre vraiment en valeur les capacités d'un acteur. Donc très très content de revoir Hugh Jackman dans ce rôle un peu charpenté, et où je savais qu'il aurait du travail, quoi. Et il ne m'a pas déçu, il est effectivement très très bon dans ce film. Moi, je m'inscris vraiment en faux de beaucoup de choses qu'ont dit mes camarades, même s'ils sont évidemment toujours pertinents. Je ne trouve pas que le film a des problèmes de scénario. Je trouve que il nous place en position vis-à-vis de Nicolas, donc le fils, le fameux fils du titre. Il nous place vraiment dans une position très intéressante, puisqu'on est un peu dans la position du père tout au long du film quand on le perçoit, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les choix de plans et tout ça. On voit ce gamin qui a renoncé. Il y a une scène très très dure où le fils reproche une énième fois à donc son père joué par Hugh Jackman son divorce en lui disant ça m'a brisé, tout, bon bref. Et à ce moment-là tu as envie de lui foutre une baffe et de lui dire t'as 17 ans frérot, reprends-toi, tes parents sont pas responsables de tes échecs. Et donc du coup c'est un film qui m'a permis de passer dans tous les états vis-à-vis de personnages, un peu comme quelqu'un qui aurait un proche qui souffre de dépression peut passer par tout un tas d'états qui aillent de la compréhension, de l'empathie, de la tentative d'aider à l'énervement,
tout simplement, et à la tristesse pure. Et c'est pour ça que c'est un film très très bien écrit, parce que c'est un film qui arrive à communiquer des émotions et qui arrive vraiment à communiquer ce mal de vivre, et ce mal de vivre donc du dépressif, mais également de ses aidants, de son entourage. Mes camarades parlaient d'une mise en scène terne, c'est sûr que c'est pas non plus de la grande mise en scène, mais c'est un film qui met très bien en valeur, je trouve, ces décors, ces espèces de grands appartements new-yorkais, lumineux. Bon, si j'ai un petit reproche à faire au film, c'est qu'il montre quand même un milieu extrêmement riche, extrêmement fermé, qui va pas forcément parler à tout le monde et qui peut être énervant, ces espèces de grands banquiers dans des grandes tours de verre avec qui la sont vue sur très l'Empire très State. riches, avec le Chrysler Building. C'est sûr que ça parle pas à tout le monde, hein. C'est sûr que moi je vois ça. Victor, dans une émission récente, parlait de l'étalage de richesse d'Antar. Si j'ai un défaut à reprocher à The Son, et vous voyez du coup que c'est un défaut très marginal et très à la périphérie, c'est qu'effectivement c'est un film qui parle d'une classe sociale que Zeller connaît. Et c'est sûr que Zeller il va pas dans le film social, hein. Il va dans le film psychologique, c'est déjà pas mal, mais alors le film social il va pas trop le faire. Il parle d'un milieu très riche, mais c'est un film très intéressant puisque de toute façon ce milieu là c'est juste un cadre. Il faut s'en émanciper pour comprendre les dynamiques relationnelles. Donc moi c'est un film que j'aime beaucoup. Effectivement c'est quasiment un des premiers films qui me fait pleurer au cinéma en 21 ans, vous vous rendez compte. Donc moi c'est un film que j'ai pas du tout envie de défoncer. Je vous enjoins à aller le voir, et puis je vous enjoins à pas écouter mes camarades aussi, parce que vraiment c'est incroyable. C'est deux choses dont on n'a pas forcément parlé. En entendant ton avis, auquel je souscris malgré ce que j'ai ressenti pendant le film, on n'a pas parlé de deux choses. C'est la musique de Hans Zimmer qui est quand même très très en recul. Moi j'ai détesté. Ah ouais, je trouve pas ça incroyable. Je trouvais ça insupportable. Bon, insupportable, faut peut-être pas non plus abuser, mais c'est très très. Ah ouais, d'accord. Quand j'ai vu au générique Hans Zimmer, je me dis non mais ouais, non mais c'est du Hans Zimmer tranquillou quoi. C'est pas de la seconde main un peu. Non mais déjà en fait la musique enlève tout le truc qu'il avait dans The Father, c'est-à-dire de profiter du silence. Là t'as plein de scènes où par exemple la scène de fin, la musique l'a gâché, la toute dernière scène. Je sais pas ça. Ouais, non, moi je pour le coup je supporte pas ce truc de téléfilm de sortir les violons quand t'as des scènes qui sont censées être un peu émouvantes. Bah tu vois, dans BDE ils mettent de la musique. Bah ouais, ça marche pas. Le running gag de l'émission. Michael Youn est-il un meilleur metteur en scène que Florence Zeller? La question est posée par Victor Bobby. Un meilleur compositeur que Hans Zimmer? Michael Youn est-il un meilleur acteur que Hugh Jackman? La question est encore une fois posée. Parce que lui, il peut prétendre être meilleur réalisateur et acteur que l'équipe de The Son finalement. Oh putain. Alors, deuxième chose de laquelle je voulais parler avec vous, c'est les flashbacks. Parce qu'il y a des moments où j'avais quand même du mal avec le flashback. Il y a des moments où je trouve que c'est un ressort qui est très bien. Parce que ce qui se passe, c'est que Florian Zeller, il est dramaturge, il écrit un texte de théâtre pour The Father et pour The Son, et il se dit bon, comment est-ce que j'adapte au cinéma? Et ben je vais amener un concept qui est lié particulièrement à l'art cinématographique. Dans The Father, c'est le concept que les images se détachent en fait de sens les unes des autres. Il faut essayer de les recomposer, de les retrouver, de savoir quelle est la vérité comme le personnage principal. Et dans The Son, c'est la relation en flashback qu'on peut pas avoir vraiment au théâtre, en fait, pas autant que là. Mais c'est le seul point qui est. Mais oui, mais c'est parce que voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment un réalisateur en fait, Florian Zeller. C'est un metteur en scène et ça se sent, mais il arrive quand même à essayer de trouver pour moi des accroches cinématographiques qui donnent au film un peu une poussière de cinéma. Mais qu'est-ce que vous pensez des flashbacks? Mais c'est la base de la mise en scène, Nicolas. Il te dit je vais prendre un flashback pour essayer de rappeler un peu la jeunesse de... Non, c'est pas exactement la même chose. Il fait écho, je trouve. C'est pas les flashbacks, je trouve j'aime pas trop comment ils sont amenés, mais je trouve les scènes plutôt belles, et je trouve qu'en fait la fin. Ouais, mais en fait, je trouve que j'ai vraiment du mal avec sa mise en scène générale, et je trouve que dans les scènes de flashback, au moins, ça se libère, on s'erre un peu. C'est vrai. Et je trouve les scènes assez belles parce qu'il y a une belle photographie, et là, la musique est plutôt bien amenée. Tourné dans notre cher sud de France d'ailleurs. Mais après, en plus, c'est surtout pas vraiment des flashbacks au sens strict du terme, au sens où on aurait un retour sur Nicolas à 3 ans, Nicolas à 5 ans, Nicolas à 7 ans, Nicolas à 9 ans, Nicolas qui commence à être dépressif. Bon, on n'a pas ça. Il est un peu plus subtil, heureusement. On a uniquement les flashbacks d'un séjour en Corse, une espèce de moment de bonheur un peu épiphanique que tout le monde regrette dans la famille, sauf Hugh Jackman lui-même, qui est très heureux avec sa nouvelle famille, et son ex-épouse et son fils regrettent vraiment ce bonheur perdu. Et il y a aussi de ça c'est très fort. On pose la question de la responsabilité.
C'est une question, est-ce que quand le personnage de Jackman, donc Peter Miller, quand il a décidé de quitter sa femme, de laisser son fils pour fonder une nouvelle famille avec quelqu'un dont il était tombé amoureux, est-ce qu'il n'a pas commis en fait finalement un crime? C'est ce que lui reproche son fils, c'est ce que lui reproche son ex-épouse de manière plus subtile que son fils. Il y a tout ce truc de la responsabilité. Suis-je responsable en ayant moi-même voulu vivre mieux de la déchéance de la vie de mes proches, quoi. Voilà, sur ces beaux mots, on va s'arrêter sur The Son. On est divisé, hein, donc on vous quoi. Si, non mais pour Hugh Jackman on conseille quand même d'y aller, même Nathan, enfin, tu peux pas dire que Hugh Jackman joue mal. Ah non, il m'a bluffé. Voilà, pour Hugh Jackman, il est allez-y. très très beau. Ah, Très qu'est-ce qu'il est bon, putain. Hugh, texte-moi sur avc.podcast. Abonnez-vous. Voilà, si Hugh d'ailleurs tu veux faire une émission avec nous, on peut faire la prochaine émission avec Hugh en invité. Voilà. Et voilà. Très bien anglais, en plus. Non mais écoutez, allez le voir, je pense. Moi c'est pas forcément le film que je vous recommanderais de cette semaine, mais Gaston a adoré, donc voilà. Juste pour allez, ça vaut le détour. Voilà, puisque si Gaston a pleuré, donc pour la petite larme de Gaston, allez voir le film quand même. Ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un siège particulièrement mouillé à Lyon où on peut trouver tes larmes, peut-être pour les fanatiques? Allez au Comédia près de la fac, près du campus des Berges du Rhône, il y a le Comédia. Donc voilà, si vous voulez voir The Son, je sais plus quelle salle j'étais, donc bon, va falloir chercher. Je crois que c'était salle 8. Voilà, salle 8, 4 ans à peu près derrière l'écran. Je pense que vous pouvez trouver mon siège. Ah ouais, je suis allé avec ma grand-mère une fois au Comédia, c'est sympa aussi. Allez-y. D'accord, on ouvre un podcast souvenir, c'est cool. Bah allez, on enchaîne. Bah allez, Aujourd'hui, on est un peu. Très bon bar, le Comédia d'ailleurs. Très très bon bar à côté du cinéma. Ils font des bagels, ils ont l'air chers. Je les ai pas achetés, mais franchement, ça a l'air cool. Sinon, venez, on parle d'Empire of Light, comme ça je pourrais descendre un deuxième film. Ils vendent du coca alternatif, je sais pas si vous voyez, un peu comme le Brest Cola, mais genre ça s'appelle le Me Cola. Voilà. J'adore cette émission aujourd'hui on se lâche. Aujourd'hui c'est un freestyle. Bon les amis, du coup on va enchaîner avec le prochain film, Empire of Light de Sam Mendes. C'est parti, extrait de bande-annonce. Does it happen a lot? Well, yeah. It's everywhere, isn't it? No one's gonna give you the life you want. But you've got a problem, you know that? Et je vais vous faire le synopsis d'Empire of Light, donc de Sam Mendes avec Olivia Colman, Mitchell Ward et Colin Firth. Donc un film qui se passe dans les années 80 dans une ville du sud de l'Angleterre qui ressemble un peu à Brighton ou à Southampton, je sais pas exactement où c'est. Ça se passe à Hastings. À Hastings. Merci Nathan. Voilà, une ville où il y a des mouettes, des cinémas des années 30 et puis des clubs de foot qui jouent le maintien. Le foot, hein. Toujours le foot. Quoique Brighton, très belle saison, mais ce n'est pas le sujet. AVF bientôt. Après cette petite métaphore, on suit donc en fait un grand cinéma régional du sud de l'Angleterre qui va en fait subir des mutations. On va suivre les aventures entre les membres de son personnel, les aventures amicales, les aventures amoureuses, et tout ça sur fond de la Grande-Bretagne des années 80, cette Grande-Bretagne qui est sous le libéralisme thatcherien, qui subit les premières grandes vagues de racisme avec les skinheads et le National Front, et aussi un pays qui a encore du mal à traiter la santé mentale. Bref, un film qui parle de beaucoup de choses. En parle-t-il bien? Ce sera toute la question. Mais un film tout de même intéressant, très beau esthétiquement, et voilà. Ouais, c'est plus synopsis là, c'est vraiment un avis. Là, du coup, en fait. C'est un avis, et le cinéma s'appelle on vous conseille d'aller voir Empire of Light. Le cinéma s'appelle Empire, d'où le titre du film. Gaston va commencer à donner son avis du film, parce qu'après on va peut-être un peu plus le descendre, et puis Nicolas va le remonter parce qu'il trouve que le film est potable. Voilà. Ouais, non. Vas-y, Gaston. Alors on a vu Empire of Light avec Victor le dernier jour de mon stage à Villeurbanne au cinéma Le Zola. Dédicace à Zola pour dédicace au Zola pour la troisième fois, on s'en bat les couilles. Donc on va vous faire toutes les salles de Lyon, hein, on s'en fout. Le prochain, je vous redécris le cinéma où j'y suis allé. Voilà, on va au cinéma Lumière, on va voir un nouveau film ensemble, et tu vas cracher sur le siège numéro 3 de la rangée 6. Voilà, donc on va continuer comme ça, mais bref. Parlons du film. Pour parler du film, c'est un film qui commence très très bien, et en fait,
c'est un film sur lequel je n'ai pas eu de problème en le visionnant. Déjà, c'est un film très très accessible. Je pense que c'est parmi les films les plus accessibles dont on vous parle, dont on vous a parlé dans les émissions. C'est très très accessible et c'est des bonnes performances d'acteurs. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait dérangé pendant la promo en fait d'Empire of Light. C'est que j'ai vu les bandes annonces et là on voyait Olivia Colman nommée aux Oscars, Michelle Ward nommée aux Oscars, Toby Firth, Colin Firth et Toby Jones. Toby Jones, Colin Firth récompensé aux Oscars, Toby Jones récompensé au BAFTA. Et moi, vous connaissez mon avis sur les cérémonies de récompense si vous avez écouté l'émission sur les Césars. Bon, moi, ça m'a fait chier. J'étais en mode, oh là là, non, encore un film à Oscar avec des gens qui vont faire des grosses performances pour avoir leur putain d'Oscar à la con. Bon, voilà, j'ai pas très envie de voir ça. Et effectivement, il y a ce côté un peu film à Oscar. Le cinéma, c'est bien. Voilà, la lettre d'amour au cinéma, la 4e. Hein. Donc voilà. Boîte aux lettres, hein, Gaston. Donc, alors vous allez vous dire, putain, il n'aime pas le film, il est en train de le niquer là, depuis une minute. En fait, si, c'est un film qui m'a eu parce que c'est un film qui a une très très belle photographie. Ça, Victor vous en parlera puisque c'est à peu près la seule qualité qu'il trouve au film. C'est un film qui a une très très belle photographie. C'est un film très très beau esthétiquement. Il y a un côté très bonbon avec ce cinéma un peu des années 50 qui fait un peu salle de théâtre, qu'on nous montre un peu sous toutes les coutures, des petites scènes sur le toit du cinéma, un soir de Nouvel An, une histoire d'amour réconfortante entre deux personnages qui sont différents et complémentaires. Et tout ça, ça va être quelque chose de très réconfortant finalement. Et en fait, je pense que le souci du film, c'est quand il arrête d'être ce petit bonbon. En fait, le film aurait peut-être été une très belle comédie romantique. Peut-être qu'il loupe son aspect dramatique en fait en étant moins percutant, en étant moins intéressant et en allant un peu dans tous les sens, puisque le personnage d'Olivia Colman souffre d'une forme de schizophrénie. C'est pas forcément super bien exploité. Ça arrive au milieu du film, ça repart. On sait pas exactement comment ça se règle. Le personnage de Michelle Ward est confronté au racisme. C'est très intéressant. Il y a tout ce truc sur ces Antillais du Royaume-Uni, donc qui venaient des Trinidad, de toutes ces îles dans les Antilles qui appartiennent au Royaume-Uni et qui sont arrivés au Royaume-Uni après-guerre pour reconstruire et qui ont subi le racisme parce qu'ils étaient évidemment noirs de peau dans ces sociétés blanches. Et en même temps, c'est pas super bien exploité. On voit des skinheads qui ont des bretelles et des crânes rasés. Oui, bon, certes, ça fait l'image d'Épinal, mais ça fait pas forcément en propos. C'est sûr que pour moi, c'est la limite d'Empire of Light. Après, c'est un film agréable. C'est un film qui va vous reposer, qui va vous faire un peu aimer le cinéma au sens où il a une forme très soignée. On conseille souvent des films qui ont des formes un peu brutes, où le cinéaste a voulu être naturaliste, justement, moi qui adore le naturalisme, où le cinéaste a voulu être provoquer le spectateur. Là, c'est un film qui va en fait être un peu doux avec vous, et vous allez en sortir en étant un peu heureux d'avoir vu ça. Après, c'est sûr que le fond, du coup, empêche un peu parfois, quoi. Alors, maintenant que Gaston a donné son avis sur Empire of Lights, je vais donner le mien, puis Nathan, et on va finir par descendre le film complètement jusqu'à ce que Nicolas il trouve encore un peu de lumière au bout du tunnel pour dire que le film est potable. Parle de lumière, vas-y, parle-nous de la lumière, toi. Parle-nous de la lumière. Comme tu peux. Alors, Empire of Lights, on parle de lumière évidemment dans le film, et c'est la qualité principale du film à mon sens. Et ça, je pense que même Nicolas, si tu as aimé le film, tu pourrais dire que c'est d'être effectivement la qualité principale. Mais tu vas répondre après. Descendons le film d'abord aimablement et avec gentillesse et Nathan. Voilà. C'est qui gentillesse? Alors, du coup, connaissez-vous Roger Deakins? Fut un temps, dans le podcast, nous parlions de techniciens du cinéma. Nous parlions dans une première saison, il y a fort longtemps, c'est-à-dire il y a 1 an, nous parlions de chef de la photographie, directeur de la photographie, chef op, de chef costumier, etc., etc. Et là, Roger Deakins, si vous devez connaître un nom en tant que directeur de la photographie, c'est bien Roger Deakins, qui est probablement le plus célèbre, qui a remporté plusieurs Oscars et qui est absolument incroyable en termes de travail d'image et de ce qu'il fait au cinéma. Là, évidemment, c'est magnifique.
Gaston parlait d'une des scènes aussi en haut du cinéma. C'est une espèce de salle avec des grandes baies vitrées. Et c'est très beau en fait. Il y a beaucoup de poésie dans la photographie. Il y a des moments qui sont mélancoliques, qui sont poétiques, oniriques. C'est sublime. Et ça, Dickens le fait parfaitement. Il travaille les couleurs comme personne. On a des images qui sont orangées, jaunes, des contrastes, qui viennent sublimer les visages, qui mettent en avant les personnages, qui mettent en avant le cinéma aussi, qui est très bien filmé, qui est très bien décoré. C'est un point positif et fort du film. Je trouve que les décors sont très bons aussi. Et donc tout ça fait que le film a une direction artistique qui est sublime. Vraiment, c'est un des plus beaux films que j'ai pu voir récemment au cinéma en termes de direction artistique, c'est vraiment très beau. On a parlé aussi de La femme de Tchaïkovski, c'est très différent, c'est magnifique, mais là c'est un film plus hollywoodien, plus grand public, comme a dit Gaston, qui effectivement est très accessible, et là la direction artistique elle correspond davantage à ce style de film, et c'est très très beau. Voilà, c'est de la couleur, c'est grandiloquent, c'est magnifique. Maintenant, j'ai dit ça, je vais devoir parler du reste. Et le problème, c'est que le reste du film ne me plaît pas beaucoup. Parce que Gaston a évoqué brièvement le fait que le film évoque pas mal de sujets. Mais en fait, le film évoque beaucoup trop de sujets. Ou alors, enfin trop, il en évoque 2, 3, 4. Mais il les évoque en fait assez avec légèreté et sans approfondir ces sujets-là. Ce qui fait que sur le racisme notamment, il dit pas mal de banalités, des choses qui sont connues mais qui ne sont pas forcément très approfondies. On a sur la maladie mentale la même chose, des scènes qui viennent appuyer ce problème-là mais qui ne vont pas le développer particulièrement. Et tout le film va être sur cette espèce de... pareil pour l'hommage au cinéma, ça va être peu développé. On a, alors, comme je viens de le dire, l'hommage au cinéma. Cet hommage au cinéma, justement, c'est un autre point un peu négatif du film, je trouve, parce que j'adore les hommages au cinéma. On en a un peu trop ces derniers temps, ça c'est vrai, mais là, alors c'est pas le pire, hein, je trouve qu'on ait eu récemment, mais ça m'apporte pas grand chose en fait, c'est-à-dire que encore une fois on va voir comme on l'a eu dans Fabelmans, ce nombre d'images qui va être évoqué, qui va tromper l'œil en fait, vu que le cinématographe c'est une série de photos qui s'enchaînent et en fait l'œil ne voit pas ça. On a exactement le même discours dans Fabelmans, et on a aussi un mur d'images dans la salle de projection qui peut rappeler un peu la fin de Babylone avec plein d'images de films parce que le projectionniste est cinéphile. Voilà, c'est beau, c'est sympa, mais quand on connaît Sam Mendes un petit peu, Nicolas va en parler parce qu'on a déjà parlé d'ailleurs d'un film de Sam Mendes qui a été American Beauty dans l'émission, qu'on avait globalement apprécié, pas tous mais qu'on avait globalement apprécié, et c'est quand même un bon réalisateur qui a fait Skyfall, qui est un excellent film. Là je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable et j'ai été déçu parce que le film n'approfondit pas ces sujets, le film ne m'émeut pas, le film n'a pas une vraie construction scénaristique intéressante. La fin, je vois la fin, je me dis ah non, pas cette fin quoi, parce que et Nicolas n'est pas d'accord du tout, ça je sais, on a discuté en off et on va se taper dessus, mais voilà, c'est un peu ce que je pense du film, et globalement la photo est magnifique, le reste je suis beaucoup moins client. Je vais pas descendre le film, je pense pas que ce soit un très mauvais film, je pense que c'est un film moyen, mais assez oubliable en fait. Juste une petite remarque, un autre film de Sam Mendes dont on parle pas trop et qui est pourtant excellent, c'est Les Noces Rebelles avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, que j'aime beaucoup, que j'ai vu une fois, que j'avais pas spontanément associé à Sam Mendes, et là je viens de m'en rappeler, et c'est très très bien et c'est très très subtil justement, et c'est un film qui pour le coup va au bout des choses lui. Bon ouais voilà, c'est une petite recommandation de Gaston. Mais Nathan, donne-nous ton opinion maintenant et sois acerbe, vas-y, dis-nous ce que tu penses du film. Les 10 premières minutes du film sont une véritable masterclass, mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire le maître qui se pose et qui dit regarde, je vais te montrer comment on fait. C'est incroyable. Déjà l'ouverture du film, je la trouve très belle, des plans fixes avec juste les décors vides, c'est un truc qui me touche beaucoup et que j'adore. Après, comment mieux exposer ton personnage que Sam Mendes l'a fait, c'est pas possible, vraiment. La scène sexuelle avec le patron, elle arrive tellement brutalement que... Ok, et franchement c'est trop bien, mais le problème c'est qu'en fait tout le film va décrescendo après ces 10 minutes pour essayer de sauver un peu le film. Parce que je comprends pas, moi je croyais que tu trollais. Attends, non, là, les 10 premières minutes sont vraiment incroyables, mais vraiment incroyables. Sinon, tous les acteurs sont bons, je trouve. Merci Nathan. Alors du coup je vais donner mon avis sur le film. Attends, tous les acteurs sont bons. J'attendais pas ça. La photographie, comme tu l'as dit, est sublime. Mais en fait, à part ça, le film n'a rien.
Vraiment, c'est plat, c'est fade, c'est pas intéressant. Je sais que Nicolas va pas du tout. Ça fait beaucoup quand même, Nathan, parce que là, je pensais que t'allais descendre le film. Attends. Tu nous fais une liste de points qui sont géniaux et t'en as un paquet quand même. Il y a un plein qui. Ouais, mais en fait, à part ça, le film est pas bien. Mais ça m'a. Si je sais que Alex nous écoute, mais si Naëla et Shnali nous écoutent aussi, parce que j'étais allé voir le film avec les trois, ils pourront témoigner à quel point j'étais vraiment vénère en sortant. Parce que le mec a commencé sa carrière avec American Beauty. Je veux dire, American Beauty, on est là, quoi. Parce que sur la manière dont il écrit ses personnages, la manière dont chaque intrigue vient s'entremêler. Il écrit pas American Beauty. Oui, je sais, c'est Alan Ball. Justement, c'est un très mauvais scénariste. Petite audio-description, Nathan a fait un geste très haut pour dire que le film était très bien et Beleu, au fond d'une pièce, a dit non avec son doigt pour dire c'est pas bien le film. Et du coup, maintenant, elle est plus dans l'appartement, on l'a viré. Parce que son avis cinématographique est terrible. Et du coup, là, elle fait un doigt, Nathan. C'est pas grave, je suis de dos, je vois pas, elle n'existe pas. J'arrive pas, ça m'insupporte. Je trouve que c'est très mal écrit. Déjà, bon, Nicolas, comme j'avais commencé à le dire, Nicolas sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que le fait que ça se passe dans un cinéma, ça n'a absolument aucun intérêt. La scène où elle va voir le projectionniste et qu'il lui dit montre-moi un film. Mais quel film tu veux que je te montre? Je sais pas, n'importe lequel. Et il lui montre un film, puis elle est et elle pleure en regardant un film et tu dis oh là là, le cinéma ça a une puissance qui peut t'émouvoir. Oh là là, le cinéma mon Dieu, dans cette mais scène c'est qui est beau. nul. C'est le cinéma, c'est la représentation qu'il a pour le personnage de son amour qui est à l'hôpital en fait. C'est ça qui l'émeut. Ouais, bah alors non, moi je suis pas ça d'accord. qui le confie. C'est pas censé être émouvant, c'est pas subtil, c'est aucune intensité, c'est gros à des kilomètres. Et en plus, je trouve que tu fous ton film dans un cinéma et tu devrais en traiter tout le temps, mais en fait pas du tout. Je veux dire, ça aurait pu se passer. Je pense que le film aurait pu se passer ailleurs, ça n'aurait pas changé. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème? Oui. Si le film s'était passé dans un grand centre commercial des années 80, j'aurais trouvé ça cool aussi. Ouais. Et le cinéma, dans le film, c'est un cadre sympa, il est beau le cinéma. Oui, mais justement, ils vendent mais tu peux pas. Ils vendent du popcorn et des Maltesers. Mais oui, mais et tu on peux va voir pas, des c'est films, pas c'est quoi. sympa. Mais non, parce que c'est censé être méta-cinématographique, donc c'est censé être utilisé. Pour moi, et c'est pas pas de cette manière-là. méta-cinématographique. Moi, je trouve, mais justement, moi, je trouve ça révoltant. Pourquoi toujours parler de cinéma de manière méta-cinématographique au cinéma? Non, mais parce qu'en fait, de mettre en scène un cinéma au cinéma, c'est forcément méta-cinématographique, c'est normal. Non, c'est juste un contexte, en fait. C'est pas The Fablesman et Babylone pour le coup. C'est pas un film qui parce parle que de ça parle cinéma pas de cinéma, réellement. ça parle d'un cinéma. Et parce que le cinéma en fait n'est pas le sujet du film, c'est une métaphore pour le sujet du film. Parce que le sujet du film c'est l'inscription qu'il y a au-dessus du cinéma, trouver la lumière dans l'obscurité. Quand tu fais un teen movie où deux ados se chopent dans un cinéma, le teen movie doit être nécessairement méta-cinématographique parce que ça se passe dans un cinéma. Non, parce qu'en fait, il y a qu'une seule scène qui se passe dans le cinéma. Donc non, mais après déjà si tu choisis le cinéma, c'est pas anodin. Si tu fais un teen movie où toutes les séquences se passent dans un cinéma, là oui, ça doit être méta-cinématographique. Mais en fait, c'est normal, c'est que tes décors, tu les choisis pas anodinement. Si tu fais Empire of Light dans un grand supermarché, il faut que tu traites ça. C'est normal. Je regardais Alex et je lui disais non, il va pas faire ça quand même. Et s'il l'a fait, waouh, bah non, en fait, ça marche pas. J'adore la vie de Nathan parce que tu commences par encenser le film et après tu le descends, Oui, mais parce que c'est ça qui m'a révolté, c'est qu'en fait ça commence super bien, puis après il y a plus rien. Il y a plus non, s'il y a de la mise en scène en vrai, il y a des beaux plans parce qu'en fait il filme très bien ses décors, notamment la salle au-dessus, mais même en fait cette salle cette salle au-dessus, mais à quoi elle sert? Elle sert à faire elle sert à faire de belles images pour George Dickens, ça je suis d'accord. Ouais, bien sûr. Et ça pue quand même un peu de mélancolie. À faire des bandages pour des pigeons. Voilà, mais le pigeon, à quoi il sert? Puis même la relation entre le mec et la madame, ok, c'est des laissés pour compte, parce que il est noir et on est dans un énorme contexte de racisme en Angleterre, puis l'autre parce que c'est une femme de 50 ans qui souffre à fond de la solitude, mais je n'y crois pas. Genre au début je me suis dit mais c'est pas possible, elle rêve quand le mec va la voir et tout, et je trouve pour le coup que leur relation après coup elle est plutôt bien amenée, parce qu'en fait on est dans un truc qui a une forme d'ambiguïté presque des fois de je l'aime, mais presque d'un truc où elle se sent presque obligée d'être sa mère des fois, et je trouve ça assez intéressant, mais parce que aussi les acteurs sont super bons. Mais en fait, je sais pas, j'y crois pas. Mais je pense que pour le coup, c'est parce que ça m'a vraiment pas touché et ça m'a énervé à fond. Bon, Nicolas, donne envie à nos auditeurs d'aller voir Empire of Light. Bon, moi je vais faire comme Nathan, on va partir par le négatif, et puis après je vais avoir le positif. Je vais être l'antagoniste de Nathan. Oui, c'est le premier scénario qu'écrit Sam Mendes. Le nantagoniste. Oui, Sam Mendes, c'est le premier scénario qu'il écrit.
Alors certes, il y a des thématiques qui ont pu se retrouver dans son cinéma, comme l'Amérique avec American Beauty ou Les Noces rebelles, comme ses souvenirs, parce que 1917 c'est les souvenirs de son grand-père, en tout cas, enfin les souvenirs familiaux. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait 1917. Oui, aussi. c'est ça, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Et Empire of Light notamment, qui sont liés à des souvenirs d'enfance qu'il a eu. Mais là, c'est le premier film qu'il écrit. Alors oui, il y a certes un peu d'insouciance. Oui, il y a quelques maladresses, notamment dans les thématiques du film. Ça, je le reconnais. Je reconnais aussi que la fin, on va dire la toute fin, est un peu niaise, un peu de trop, un épilogue un peu raté. D'accord. Maintenant, on va mettre ça de côté. Et on va contenter sur le thème du film. Nathan a dit que c'était un film qui se devait méta-cinématographique, ou alors qu'il essayait de l'être. Je suis pas du tout d'accord. Le cinéma sert de contexte d'amour, en fait, de lumière, parce que le film traite justement, avec cette maxime magnifique qu'il présente, de la lumière qu'on trouve à travers l'ombre. Et tous ces personnages, malgré qu'ils ne soient pas liés par une forme de thème précis, comme notamment la relation à la maladie mentale, au fait d'être une femme âgée et du coup d'avoir un corps parfois qui n'attire plus, ou alors racisme, ce sont simplement des thématiques qui sont là pour parler d'une forme de noirceur de la vie contre lequel chaque personnage essaie de lutter. Même les personnages secondaires, un peu comme le projectionniste, essaient d'y apporter un peu plus de nuances et de lumière, je trouve. Et à travers cette problématique, à travers cette thématique, on va venir décliner un peu sous couvert d'une œuvre qui est quand même très classique, tous ces personnages qui je trouve très jolis, très beaux et très émouvants. La prestance et la présence et la variation du jeu d'Olivia Colman est incroyable. Je pense notamment à une scène où elle explose alors que tout le film elle se retient, mais qu'est-ce qu'elle est forte, qu'est-ce qu'elle est douée. Et encore une fois, je vais revenir sur Roger Deakins parce que pour moi c'est pas vraiment un film de Sam Mendes. Là c'est littéralement un film de Roger Deakins. Là on est d'accord. Mais au-delà même de la lumière, tous les cadrages sont des cadrages propres à Roger Deakins. Mais arrêtez l'écran. C'est-à-dire que chaque cadrage est un cadrage dans un cadrage qui lui met dans un cadrage. Roger Deakins fait tout le temps ça. Tu as les portes sur le côté, puis après t'as d'autres portes, puis après t'as la fenêtre. On arrive, en fait, on dirige le regard. Il y a une forme de profondeur dans l'image qui est absolument incroyable. Et il y a aussi tout un sens que vient amener la lumière. Je redis pas que la lumière est jolie, parce que oui, c'est Roger Deakins qui filme, elle est sublime la lumière. Mais la manière d'exposer, de jouer avec les contrastes, parfois d'un peu surexposer le film, notamment quand il découvre la partie supérieure du cinéma, qui est une forme de rêve oublié et ancien comme leur vie à eux en fait. Et en fait, le film joue aussi constamment avec le jeu du passé. On découvre aussi petit à petit que ce qu'est en train de vivre Olivia Colman, elle l'a vécu tout le temps. En fait. Chaque plan est une photographie en elle-même. Non, mais chaque plan est incroyable. Mais Nathan a parlé de la scène de sexe dans le film où Olivia Colman masturbe son boss. Ça veut tout dire en fait. La lumière, elle est derrière elle, amenée par une forme de petit radiateur, espèce de orange jaune. Le film joue, c'est la thématique du film, c'était cette couleur en or, mais là c'est un orange qui est beaucoup plus noir, qui est derrière Olivia Colman, qui l'a mis en contraste, en contre-jour. Et là, elle devient complètement noire. La lumière est derrière elle, elle n'arrive pas à la voir. Et c'est en permanence des démonstrations et du sens par la lumière et par le cadrage. Donc Roger Deakins est en roue libre incroyable. Je trouve que c'est phénoménal. Enfin, pour moi, chaque plan arrive à dire ce qu'il a à dire, même à varier certaines focales. Je trouve que c'est vraiment vraiment très très bien fait. Ou même de jouer avec certaines couleurs quand ils vont à la plage. On est beaucoup plus dans quelque chose de fade, de jaune, parce que c'est déjà en train de se ternir. On voit déjà quelque chose qui est en train de surgir en fait de cette joliesse. Alors oui, ce n'est pas une œuvre d'une subtilité telle que l'aurait pu l'être After Sun par exemple, dont on a traité précédemment, sur quelque chose qui surgit mais qui est tout le temps sous-jacent, mais c'est tout le temps mis en scène avec une espèce de sincérité absolue. Et moi je suis désolé, je trouve que la thématique du film en fait se raccroche, c'est-à-dire que les personnages trouvent toujours un sens commun en fait. Et moi je suis désolé, j'ai trouvé que ce film était magnifique. Alors outre que le fait que j'ai pleuré, voilà, pour moi c'est pas du tout The Fabelman ou Babylone qui traite du cinéma, même si bon, il a voulu faire une petite lettre d'amour, j'avoue, quand il a mis des gros plans de Marlon Brando et de Kubrick. Mais c'est un contexte métaphorique en fait. C'est voilà, la lumière elle est derrière nous. Et moi je suis désolé quand il y a Olivia Colman qui chiale dans une salle de cinéma et que je suis en face d'elle et que j'ai l'impression de chialer comme elle et que j'ai l'impression qu'il y a une focale qui me regarde, ça me détruit l'âme en fait. Enfin franchement, j'ai trouvé ça trop beau, Empire of Light. Et je reconnais les défauts que vous avez reconnus, je trouve beaucoup trop grossièrement en fait. Le film est pas si mal écrit que ça, juste il est pas si subtil que l'on pourrait reconnaître à certains autres scénarios. Mais par contre tout le reste, bordel, ça crève l'écran, tu vois.
On pleure beaucoup aujourd'hui, on pleure beaucoup dans Oui. l'émission. Mais sauf Nathan qui ne pleure pas. Nathan qui est dur. L'impleureur, on l'appelle. Voilà. Non, mais voilà, on va conclure là sur ce film-là en tout cas. Et non, on vous conseille quand même de le voir. Hein. C'est un film qui divise. Hein. Donc globalement, dans la presse, je crois que les retours sont pas forcément bons, mais en tout cas Nicolas ici. Ouais, non, c'est retour négatif. Ouais, retour plutôt négatif. Hein. Mais voilà, nous on est divisé. Donc allez le voir si vous voulez. C'est un film facile d'accès. C'est un film dans lequel vous passerez probablement un bon moment quand même. Donc si Nicolas vous a convaincu, allez-y. Et puis finalement Nathan, peut-être que vous aura convaincu aussi de le voir. En fait, on sait pas. Non, Nathan, il vous dit d'aller voir les 10 premières minutes et de vous barrer. Mais c'est pas grave parce que comme ça tu payes des tickets et tu fais des entrées pour Roger Deakins et Sam Mendes. Donc tu fais Pour financer BDE après. Pour financer BDE. Bon, allez, parlons du seul bon film de cette sélection Goutte d'Or. Moi, on va discuter d'un film qui je trouve est le meilleur de la sélection de la semaine. On va parler de Goutte d'Or, extrait dans l'annonce de suite. La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame, médium. Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Plus tu leur mens, plus ils reviennent. Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300. Cool. Normal, ça marche bien. Oh mais vous faites quoi, putain? C'est ma mère là. هذا لا اجي تشوف القواعد الكنز شوف الحشيش شوف الفلوس جا سحاب وغادي تعاوننا باش نلقاوه. Et je vais vous faire le synopsis de Goutte d'Or de Clément Cogitore avec Karim Leclou. Alors Goutte d'Or, c'est un peu enquête d'action mais avec des belles caméras. Donc enquête d'action, les mineurs isolés à Porte de la Chapelle et maraboutage, petite arnaque en tout genre et vol de téléphone. Bienvenue dans les arrière-cuisines des pires quartiers de Paris. Donc voilà. Imaginez une émission de Bernard de la Villardière mais avec de la subtilité et des belles caméras. Et un scénario aussi. Mais bref, vous allez avoir un petit peu ce côté brut, ce côté rough, ce côté un peu true crime qui attire les âmes, mais d'une manière léchée et d'une manière particulièrement soignée. Ah là là, Gaston, magnifique synopsis. Alors Goutte d'Or, comme tu l'as dit, voilà, c'est un film sur un devin. C'est un film déjà, voilà. Et c'est un film sur un devin, sur un comment tu avais dit, pas un devin, c'est un médium. Un médium. Ah oui, pardon, un médium qui reçoit des gens dans son petit cabinet de la Chapelle ou de Barbès, je sais plus très bien, et qui est un charlatan sur qu'on se rend compte très 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 vite que c'est un charlatan. Quand j'ai sélectionné le film dans la programmation du podcast, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je regardais un petit peu ce qui sortait cette semaine-là. Je me suis dit, ah tiens, le synopsis m'intéresse, ça peut être cool, pourquoi pas, allons-y. Et je savais pas où j'allais aller. Et franchement, cette semaine, c'est mon film préféré. Mais vraiment, je ne rigole pas, c'est de loin mon film préféré. Je le trouve très très bon. Alors très bon pour plein de raisons. La première, ça va être vraiment cet aspect en fait d'écriture qui est, je trouve, très bonne, d'un personnage mais surtout d'un milieu et ouais, d'un film. En fait, c'est un film monde. Voilà, c'est un film monde et je m'attendais pas du tout à ça sur Goutte d'Or. C'est-à-dire que c'est un film qui te plonge dans ce Paris, mais voilà, qui est un Paris presque onirique, presque cauchemardesque, des chantiers boueux, des derrière-boutiques, des appartements de Barbès à moitié, avec des chantiers, des échafaudages, des gamins qui rentrent par la fenêtre. Enfin, c'est assez fou ce que peint le film et il le fait très bien. Et on pourrait se dire, et ça pourrait être le problème et le défaut d'un film comme ça, que juste le film montre un Paris, montre une réalité, c'est un film social. C'est un film qui montre la condition de médium ou de je sais pas quelle profession dans Paris. Et ben non, pas du tout. En fait, le film développe vraiment une intrigue très intéressante sur en fait cette espèce de mélange entre le charlatanisme et la vraie magie, qui va être la croyance pure, parce que c'est les enfants en fait dont on a parlé Gaston brièvement, qui sont les enfants qui viennent du Maghreb et qui parlent pas forcément le français, croient vraiment à la magie et voient en ce médium un mage, et le père du médium est lui-même plus tourné vers la magie que son fils qui s'en est un peu détourné pour faire du business avec, et c'est super intéressant en fait cet aspect je sais pas comment le définir, assez trouble, assez énigmatique de ce Paris-là et de cet homme en fait là. Et après voilà, tous les aspects du film sont réussis, je trouve. La photo est superbe en fait parce que le film s'appelle Goutte d'Or, et cette goutte d'or, on saura
à la fin pourquoi le film s'appelle comme ça, on la retrouve visuellement parce qu'en fait les lampadaires se reflètent dans les flaques de boue des chantiers, on a ces lumières, le film est souvent tourné, enfin beaucoup de scènes du film se tournent la nuit, c'est très intéressant. Et voilà, je vais pas m'étaler trop sur le film, mais en tout cas je vous le conseille, je vous le recommande vivement. C'est pas forcément un film, disons, voilà, si vous voulez vous vider la tête et voir le film grand public, allez voir plutôt A Pair of Lights, allez voir The Son, allez pas forcément voir Goutte d'Or, mais si vous voulez voir Goutte d'Or, c'est mieux. Mais Goutte d'Or c'est mieux, et si vous voulez voir une proposition de cinéma très intéressante et assez surprenante, allez voir Goutte d'Or, c'est vraiment vraiment bien. Et un dernier mot à ce sujet-là, c'est un film qui était à la semaine de la critique à Cannes. C'est une compétition, pour ceux qui connaissent pas très bien, qui est une compétition parallèle où il y a souvent des films assez réalistes dedans. On avait Aftersun récemment, et c'est une compète qui me plaisait pas forcément à vue d'œil jusqu'alors. J'avais des a priori un peu dessus, et j'ai vu ce film là, de cette compète là, et ça m'a complètement changé mes idées, mes a priori sur la sélection, et vraiment voilà, je recommande vivement Goutte d'Or. Nathan, je te laisse donner ton avis. Je trouve que la grande force du film, c'est ces deux grandes forces, c'est son mysticisme et le mystère qui l'entoure. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, déjà, la séquence d'ouverture est incroyable, avec sur ce chantier, avec cette benne qui vient racler par terre des gravats et qui les jette juste devant la caméra. C'est trop beau. Et puis après, la scène qui vient juste après, où justement on arrive dans ce cabinet, on comprend pas trop ce qui se passe, et pareil, on retarde le plus possible l'arrivée du personnage principal, donc de Karim Leclou, et encore une fois c'est anti-spectaculaire et j'aime beaucoup ça. Et en fait on comprend pas trop, on met à chaque fois les pièces de puzzle l'une après l'autre, et du coup on voit qu'en fait il construit son business, on voit qu'il y a des soucis avec la famille Adama. C'est là où je trouve que la construction du film est géniale. En fait c'est un puzzle, et puis il nous donne successivement plein de petites pièces, donc c'est hyper subtil. Il pose juste une pièce, il dit maintenant spectateur, à toi de la saisir et de compléter le puzzle correctement. Donc ça j'aime bien, c'est un mec qui nous fait confiance, contrairement à Florian Zeller ou à Sam Mendes qui nous bourrine avec des thèmes qui sont hyper évidents et très peu subtil, alors que là il faut peut-être gratter un peu plus pour voir en fait la profondeur du film. Et je trouve qu'il a un mysticisme fou. Après, quand tu parles de magie, de chaman, enfin pas de chaman, mais de marabout, de médium, de mage, ouais voilà, de mage, le terme mage est incroyable, c'est super fort. Puis en plus t'as des séquences qui sont d'une tension folle, où ça court, ça gueule, ça se met dessus, et en plus vu que les acteurs sont bons, t'es vraiment suspendu à ton siège et à leurs paroles. Et en plus, c'est des gosses, quoi. Et franchement, j'ai rarement vu des gamins qui jouaient bien et qui m'ont autant scotché. Je me suis demandé où vous avez trouvé d'ailleurs. Ouais, exactement. Et en plus, il y a un jeu sur les langues que je trouve hyper intéressant. On passe du français à l'arabe. En plus, il y a par exemple le mot de passe que le père demande à l'interphone pour rentrer. Je trouve ça super beau, le truc lié au diable. Pour contextualiser pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le film, c'est pas vraiment un mot de passe. C'est 2-3 phrases, enfin question-réponse. Il faut répondre. Du Coran. C'est des versets du Coran. C'est pas des versets, mais c'est dans le Coran. Ah, je savais pas que c'est dans le Coran. Ok. Ah si, en fait il est très religieux du coup, le padre. Ouais, ça j'ai compris. Le père. Le padre, c'est vrai. Gaston, ton opinion sur Goutte d'Or? Alors moi c'est un film que je serais pas forcément à aller voir à l'origine, déjà parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est un film qui est très très intéressant, déjà parce que on vous parle beaucoup, moi je parle souvent de naturalisme et de à quel point j'aime bien quand les films dépeignent la réalité. Là, vous allez arriver devant un film qui, sur certains plans, va vous donner en fait l'impression d'y être, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette intermédiation habituelle au cinéma où quand on filme certains lieux et tout ça, le spectateur va toujours se sentir un peu en dehors. Par exemple, récemment, j'ai vu les Banshees d'Inisherin, qui se passe sur une petite île au large de l'Irlande. C'était très très beau, mais je ne me suis pas imaginé un seul instant être sur cette île-là, forcément. Vous allez avoir déjà un sentiment de déjà-vu, et qui est vraiment exploité par Clément Cogitor, puisque en fait il va vraiment mettre en valeur tous ces décors-là, des parcs pour enfants, des rues, des clandestins qui vendent des cigarettes. Enfin, c'est des scènes qui parlent à toute personne qui a déjà un peu habité dans une grande ville. Et du coup, c'est particulièrement marquant.
Et tout le film, qui est pourtant nimbé effectivement d'un certain mysticisme, d'une certaine magie, même si le marabout joué par Karim Leclou est un arnaqueur, c'est un film qui a une certaine gravité parce que si Karim Leclou est un arnaqueur, les gens qui viennent le consulter croient en ce qu'il leur propose en fait. Ouais. Et donc il y a une certaine gravité, il y a un certain mysticisme. On comprend qu'il a un rôle un peu de pivot dans ce quartier, une sorte de prêtre. Il a un rôle de religieux finalement, ce marabout. Et ce, alors qu'on sait très bien que ces pratiques magiques sont proscrites, que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme. Mais il a un rôle de religieux. C'est une figure vers laquelle on se tourne quand on a perdu un proche. C'est un film qui n'a pas peur de se focaliser sur des endroits sur lesquels on ne se focalise pas, la rue. C'est un film très intéressant pour ça, c'est un film très très beau en fait finalement, alors qu'il montre pourtant une certaine laideur, mais c'est un film d'action, c'est un film où il se passe beaucoup de choses, où effectivement l'intrigue n'est pas laissée aux chiens. Bon, on va pas non plus particulièrement élaborer sur l'intrigue parce qu'on va vous laisser la découvrir, et c'est une très très belle intrigue sur un de ces mineurs isolés dont je vous parlais un peu avant, qui est retrouvé mort. On va se demander qui l'a assassiné, on va suspecter des gens, il va y avoir une espèce d'enquête menée par le fameux marabout, donc joué par Karim Leclou, magnifiquement joué par Karim Leclou. Et justement, cette enquête va aussi permettre de faire le tour. Il y a des scènes dans des parkings souterrains. C'est un film extrêmement naturaliste, et en même temps qui a une vraie beauté en fait, et qui arrive vraiment à sublimer des éléments du quotidien. Et moi ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, de sublimer des éléments du quotidien et de montrer un peu leur beauté cachée, et je trouve que Clément Cogitor y arrive très très bien. Ce que tu dis, ça me fait penser un peu aux Fleurs du Mal de Baudelaire. J'ai l'impression que le film, c'est un peu ça. C'est un peu faire le beau en montrant le laid. Tu vois, montrer la laideur de ce Paris, comme le faisait Baudelaire à l'époque. Et sauf quand il le sublime, en fait. Il sublime ce qui, techniquement, serait laid, mais qui, en fait, sous la caméra, sous les yeux du réalisateur, ne l'est pas. Et c'est très intéressant et très poétique, je trouve. Ouais. Mais il y a une vraie poésie dans le film. Ah, ça, je suis complètement d'accord, qui passe par beaucoup de domaines. Mais voilà, on vous conseille du coup tous les trois vivement, vraiment vivement, un Goutte d'Or. Nicolas ne l'a pas vu, donc il ne s'exprimera pas sur le film. Mais voilà, vraiment, allez le voir vraiment si vous avez l'occasion. C'est un film qui a eu très peu de médiatisation malheureusement, et dont vous avez sûrement pas entendu parler. Mais si vous avez l'occasion de le voir dans un cinéma près de chez vous, allez le voir, dans un petit cinéma d'art essai sûrement. Allez le voir, c'est vraiment sympa. Et voilà, on va conclure cette émission là-dessus. Donc on a parlé de ces trois films que sont du coup The Son, Empire of Light et Goutte d'Or. Gaston, un mot sur l'émission? Oui, une émission très intéressante. On a pu parler de films qui, pour moi, les trois ont un vrai intérêt. Bon, alors, on a des avis différents. Moi, je considère même pas que les trois films ont la même valeur, ont la même qualité. Mais c'est trois films très intéressants. Et c'est trois films que vous pouvez aller voir en salle et qui vous apporteront tous quelque chose. Donc moi très content d'avoir pu parler de ces films-là. Alors effectivement, on vous parle rarement de films, on vous dit n'allez pas les voir au final, parce qu'on essaye quand même de trouver toujours des choses, des films qui, même si on va les trouver pas forcément aboutis, pas forcément complètement réussis, c'est des films qui, je pense, auront toujours quelque chose à vous apporter, et c'est ça le plus important. En nous écoutant, j'espère que vous avez envie d'aller vous forger votre propre avis et tout ça, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Ça, c'est beau, Gaston, ce que tu dis, c'est vrai. Et quand on reçoit des messages, on a reçu récemment des messages de personnes nous disant c'est génial, j'ai eu envie d'avoir le film dont vous avez parlé suite à l'émission, alors que je le connaissais pas ou quoi. C'est vraiment un plaisir pour nous. Donc n'hésitez pas à découvrir ce film-là, comme l'a dit Gaston. Et voilà. Nicolas, cette émission. Écoutez, c'était un grand plaisir. Vous m'avez donné vraiment envie de voir Goutte d'Or. Donc voilà, c'est. Mais non, on a parlé de films quand même qui. On n'avait pas les mêmes avis, et je trouve que c'était très constructif du coup de faire entrechoquer nos idées. Donc merci à vous, et c'était vraiment très cool. Et BDE. Et c'était vraiment très cool. Et Nathan, pour finir.
En fait, après vous avoir entendu parler, je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas aimé The Sun et Empire of Light. Du coup, merci. Je sais bien d'avoir un avis tranché, même quand c'est négatif. Good Door, j'ai bien aimé. Je suis content d'avoir pu en parler avec vous. Et puis, du coup, j'ai hâte des prochaines émissions parce que The Whale. Bah ouais, et vous remarquerez qu'on essaie de, même quand on n'aime pas les films, de ne pas être trop méchant. Et Nathan avait dit à l'avance qu'il détestait Empire of Light, et en fait il a fait quasiment. Oui, parce que c'est important de reconnaître les qualités des choses qu'on n'aime pas aussi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et on va finir par une petite dédicace, un petit coucou à nouveau. À Lausanne. Gaston, un dernier mot sur notre magnifique ville, la Elle est même pas ville, à nous. Hein. C'est vrai, suisse de Lausanne. Écoute, en tant que voisin, en tant que Kévianais, je t'enjoins à quitter parfois sa belle ville, ta ville très verte avec son métro, alors que c'est la plus petite ville. Métro à Lausanne ? Et oui, c'est la plus petite ville d'Europe à posséder un métro. Ah ouais. Et donc, je t'enjoins à quitter parfois Lausanne pour prendre le bateau de la CGN, qui est cher pour nous, pauvres Français, mais qui correspond un peu plus au pouvoir d'achat de nos amis suisses, et de nous voir un petit peu sur la rive française du Léman, parce que voilà quoi. Évian, Thonon, c'est moins bien que Lausanne, mais c'est bien aussi. Voilà, la CGN, si vous voulez un sponsor, si vous voulez nous sponsoriser, on serait ravis de faire chaud. De faire des rencontres abonnées sur vos bateaux. Ouais. Pour tous les Lausannois qui nous écoutent. Ah bah voilà, vrai projet pour tous les Suisses qui nous écoutent. Si vous voulez, on fait une rencontre sur un bateau de la CGN, sur le lac Léman, ça peut être très sympa. Voilà. Voilà. Non, on va conclure cette émission. Du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour encore une émission sur les films à l'affiche. Il y a pas mal de choses intéressantes en ce moment, donc on en fait plusieurs et on en profite pour vous en parler de ces films qu'on vous enjoint, comme dit Gaston à chaque fois, à découvrir. Et voilà, suivez-nous sur Instagram. Il y en a qui nous découvrent sur les plateformes et qui ne nous suivent pas encore sur Insta, donc suivez-nous sur Insta sur avc.podcast. Et puis voilà, on se dit à bientôt et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.